Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 250 ans, naissait celle qui deviendra un jour l'impératrice Joséphine. Franck Ferrand a choisi de rendre hommage à ce grand personnage de notre histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Pour tout vous dire, je ne crois pas qu'il y ait de personnage plus charmant, plus attachant que notre Joséphine. Cet anniversaire est un beau prétexte à évoquer la ravissante créole. Nous le ferons en compagnie de Philippe Ségui, qui consacre de belles pages à Joséphine dans son ouvrage Stanislas ou un caprice de Joséphine. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous aviez promis de nous parler des origines du vin. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, de cette pratique bien française qui consiste à agrémenter les repas de bon vin. Depuis quand, comment, pourquoi ? Eh bien, nous allons voir tout ça. En attendant, direction la Malmaison, où nous attend la plus merveilleuse des méveilleuses. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous la connaissez sous le prénom de Joséphine, mais en vérité, elle se prénomme Rose. Rose Taché de la Pagerie. Elle est ilienne, martiniquaise, d'une famille créole de planteurs français. Son père était lieutenant dans l'infanterie de marine. Elle arrive, cette Rose Taché, elle est toute jeune, elle a 16 ans, elle arrive en France en 1779 pour se marier au vicomte Alexandre de Beauharnais, à peu près la même génération, même tout à fait. Alexandre de Beauharnais a 3 ans de plus qu'elle. Ce premier mariage, disons-le, sera complètement chaotique et nous en parlerons dans un instant avec Philippe Ségui. Ça n'a pas été une union heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire, mais néanmoins, de ce mariage sont nés 2 enfants très célèbres. Eugène, bien entendu, le futur prince Eugène, celui qui va devenir vice-roi d'Italie, et puis Hortense, la future reine Hortense, la reine de Hollande, qui sera la mère de Napoléon III. Notre vicomtesse de Beauharnais va vivre péniblement la Révolution, bien entendu. Ses origines aristocratiques lui valent notamment d'être emprisonnée. Alors on connaît cette anecdote. On est dans la prison, le geôlier arrive avec la liste, vous savez, des noms de ceux qui vont devoir monter dans la charrette pour être conduits à l'échafaud. Et vient le nom de Beauharnais. Alors il dit Beauharnais. Rose est proche de l'évanouissement quand son mari, et le moins qu'on puisse dire est qu'il ne l'a pas habituée à de tels gestes de galanterie, s'avance et dit « Madame, permettez que pour une fois, je passe le premier ». Est-ce une légende? Est-ce la réalité? Toujours est-il que Joséphine ne mourra pas cette fois-là et elle sera libérée comme tant d'autres par la chute de Robespierre, le 9 Thermidor en 2, donc en juillet 1794. Elle s'installe bientôt dans un petit hôtel de la rue Chantraine à Paris. On est en 1795, ça va bientôt être le Directoire et celui qui dirige ce nouveau régime, c'est Barras dont elle devient bien vite la maîtresse, ce qui lui permet de mener belle vie à Paris. Vous savez, on peut dire que Rose est une des femmes les plus connues, si je puis dire même les plus courues de Paris. Elle fait partie des merveilleuses de l'époque, comme on les appelait, parce qu'elle trouvait très chic, toutes ces dames, de ne pas prononcer le R. Eh bien, c'est justement chez Barras que Rose va faire la rencontre d'un jeune général de division, le fameux Bonaparte. Il n'est pas encore si fameux que ça d'ailleurs. Le jour où Bonaparte va faire la rencontre de Rose Taché de la Pagerie, elle est au milieu de tout un petit groupe de femmes jeunes et jolies. C'est elle qui fait le premier pas. À l'arrivée du général, elle lui sourit, elle s'est avancée vers lui, de son allure ondoyante, moelleuse. Il ne bouge pas, lui, Bonaparte, mais quand même il l'avait repérée dès le début et il la suivait du regard. Rose l'invite à s'asseoir près d'elle. Elle sent bien que ce monsieur-là est assez timide. Elle engage la conversation. Vous savez, c'est facile de flatter un militaire, surtout lorsqu'il revient de campagne. Il y a pas mal de sujets de discussion possibles. L'affaire du 13 Vendémiaire, cette insurrection royaliste qui a été matée par Bonaparte, la prise de Toulon, etc. Et à chaque fois qu'on lui pose une question, Bonaparte fait une sorte de rapport militaire, c'est-à-dire qu'il expose les faits d'une manière assez froide, il faut bien le dire, de manière en tout cas très précise.
Ensuite, il se met à raconter quelques souvenirs de son enfance. Et là, d'un seul coup, il devient plus chaleureux, porté par le charme apaisant qui émane de Rose, mais également sans doute par les vibrations tendres de sa voix, avec cet accent chantant créole qui va faire sa célébrité. Alors d'où vient-il, lui, ce jeune homme ? Eh bien, il est né à Ajaccio, vous le savez, je ne vais pas vous raconter la vie de Bonaparte. Il est né le 15 août 1769, évidemment, dans cette famille appartenant à la noblesse de robe italo-corse. On l'a baptisé Napoleone di Buonaparte. C'est un surdoué, hein. Très jeune, il a excellé en mathématiques. Il est un peu moins bon en littérature, en latin et en allemand. Il est assez peu apprécié de ses camarades car il a un tempérament assez rogue. L'éducation austère qu'il a reçue ne l'a certes pas assoupli. Il a connu une adolescence assez solitaire, somme toute sauvage. Il était fait pour les armes. Il intègre très tôt un régiment d'artillerie et sous la Révolution, le lieutenant Bonaparte, il est encore tout jeune, il a 22 ans, est spectateur de l'invasion des Tuileries par le peuple. On est le 20 juin 1792. Ce sont des épisodes qui vont forger sa conscience politique, évidemment. Capitaine, Bonaparte se fait ensuite élire lieutenant-colonel de la garde nationale. Il est capitaine d'artillerie, il sera bientôt général de brigade. On peut dire qu'il enchaîne les grades avec une rapidité, une facilité confondante, mais les événements révolutionnaires permettent ce genre d'ascension fulgurante. Et après avoir refusé le commandement de l'armée de Paris, et après surtout le 13 Vendémiaire en 4, donc, cette révolte matée, il devient général de division. Ensuite, il sera nommé commandant de l'armée de l'intérieur succédant à Barras. Alors, pendant qu'il raconte un peu sa vie, évidemment, Bonaparte ne peut quitter des yeux la très belle Rose. Elle est absolument magnifique dans sa robe de mousseline de l'Inde, avec des manches courtes et froncées, un corsage retenu aux épaules par 2 têtes de lion émaillées. Pas oublier qu'on est sous le Directoire, quand même. On aperçoit ses bras ronds et fermes. Elle regarde Napoléon, c'est son prénom après tout, Napoléon, même s'il n'est pas encore l'empereur. Elle le regarde avec la tête un peu penchée. Elle a ce regard profond que soulignent de longs cils. Que pense-t-elle de Bonaparte ? Elle le trouve beau, sans aucun doute. Il a les traits un peu anguleux, vous savez, les joues creuses et le teint légèrement olivâtre. Mais alors, quelle puissance et quelle intelligence dans ce regard ! Il allait avoir 27 ans à ce moment-là. Et on peut dire que jusqu'ici, les histoires sentimentales qu'il a eues se résument à des liaisons sans lendemain. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit de marbre. Loin de là. En vérité, en approchant Rose Taché de la Pagerie, en approchant la vicomtesse de Beauharnais, veuve et maîtresse de Barras de son état, il est troublé, Bonaparte. Il ne voit, il n'écoute et désormais il n'entendra plus qu'elle. Il n'a sans doute jamais ressenti autant d'admiration pour une femme. On peut dire que les moindres mots de Rose, ses moindres gestes ont sur Bonaparte un effet magique. Un extrait de la musique du 43e régiment d'infanterie de Lille, les marches napoléoniennes. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de l'anniversaire de l'impératrice Joséphine. C'est la suite de votre récit, Franck. Rose avait compris qu'elle plaisait à Bonaparte. Elle était tout à fait experte dans ces matières-là. Alors, qu'a-t-elle fait ? Elle l'a invitée à déjeuner chez elle le lendemain, avec cette espèce de drôle de sourire qui était particulier chez elle. Alors, Bonaparte se présente, il découvre un appartement tout à fait simple, il n'y a pas de chichi chez Rose à cette époque-là. Il est arrivé pile à l'heure fixée, toujours cette espèce de ponctualité militaire. On peut dire que finalement, la maison de Rose lui plaît. Tout a l'air discret, de bon goût. Il y a là comme un parfum d'ancien régime qui lui rappelle peut-être un peu les intérieurs que sa mère savait faire vivre en Corse, dans sa Corse natale. Rose est venue elle-même lui ouvrir la porte. Elle était vêtue d'une robe unie, simple, qui lui serre la taille et qui laisse apercevoir son corps onduleux et souple. Baise-main
de Bonaparte dans les formes. On peut dire qu'ils ne sont pas seuls ce jour-là, puisque le marquis de Caulaincourt est là, Ségur est là également, sont des proches de Madame Veuve Beauharnais. Elle fait les présentations, on passe à table. À table, Bonaparte parle peu. Est-ce que ce sont les voisins de table qui ont tendance à l'intimider? C'est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès leur départ, d'un seul coup, il retrouve son éloquence. Rose lui demande de rester un petit peu plus longtemps. Visiblement, ça ne lui déplaît pas. Vous avez, lui dit-il, une bien jolie maison. Mais dites-moi, général, je pourrais peut-être vous la montrer, cette maison. Et voilà comment on arrive dans la chambre, dans le boudoir. Des pièces un peu exiguës peut-être, mais agréables. Oh, c'est bien assez grand pour moi toute seule, dit Rose de Beauharnais. L'occasion pour elle de préciser qu'elle a mis ses enfants en pension. Après tout, il faut quand même qu'il soit informé, ce futur amant-là. Rose questionne Bonaparte sur sa famille et plus particulièrement sur son frère Lucien, parce qu'il faut dire qu'il lui aussi était présent la veille chez Barras. Et ça, immédiatement, quand vous lui parlez des siens, vous voyez Bonaparte s'illuminer, il s'anime, fait de grands gestes, il éclate parfois sans raison d'un rire assez sonore, il parle de sa ville natale, de sa famille, de sa carrière, à tel point qu'il en a oublié le rendez-vous qu'il avait avec son secrétaire, le fameux Fin. Pour autant, le plan d'invasion du Piémont, sur lequel il planchait pour le Directoire, reste dans sa tête. Il confie d'ailleurs à Madame de Beauharnais ses projets. Il souhaite obtenir le commandement de cette armée en Italie. Que peut faire Rose sinon l'inviter de nouveau, discrètement? Elle lui explique que la petite société qui vient chez elle se retrouve très régulièrement et qu'elle aimerait bien le revoir. Bonaparte la regarde. On a l'impression que tout simplement elle le magnétise. Rose succombe, on peut dire qu'elle n'est pas du tout indifférente à ses regards. Il va pourtant se passer 3 semaines. 3 semaines sans que Bonaparte ne revienne rue Chantraine. Alors évidemment, Rose est un peu décontenancée. Elle imagine que peut-être Bonaparte n'est pas très au courant des choses de l'amour. Il n'est sans doute pas très audacieux avec les femmes. Alors bon, tant pis, elle est habituée, elle va prendre les devants. Elle lui envoie un billet. « Vous ne venez plus voir une amie qui vous aime ?» écrit-elle. « Vous l'avez tout à fait délaissée. Vous avez bien tort, car elle vous est tendrement attachée. Venez demain, Septidie, déjeuner avec moi. J'ai besoin de vous voir et de causer avec vous sur vos intérêts. Bonsoir, mon ami, je vous embrasse. Veuve Beauharnais, ce 6 Brumaire. » Ce fameux Septidie, vous savez que dans le calendrier révolutionnaire, les semaines ont 10 jours et qu'on les nomme simplement par leur quantième, ces jours-là. Eh bien, elle a passé de longues heures à se préparer. Elle s'est pomponnée, si je puis dire. Surtout, essentiellement, elle s'est maquillée pour essayer de masquer ce teint un peu mat de créole qui, semble-t-il, la dérange toujours. Elle a passé beaucoup de temps devant son miroir. Elle s'est entraînée à sourire pour cacher ses mauvaises dents. On dit qu'elle a une dentition qui n'est pas magnifique. Alors, elle imagine la façon dont les choses vont se passer. Il va tout à l'heure sonner à la porte. Il s'excusera d'avoir été si long sans lui écrire. Effectivement, on sonne. Rose se précipite, elle ouvre la porte et, à sa grande surprise, non seulement Bonaparte ne s'excuse pas, mais il n'a visiblement aucune intention de le faire. Il assure à Rose qu'il n'avait pas pu revenir plus tôt en raison de toutes ses occupations, mais, ajoute-t-il, personne autant que lui ne désire son amitié, avant d'assurer qu'il fera tout pour le lui prouver. Rose est tout de même un peu surprise par cette assurance, par ce ton, mais elle ne laisse pas percevoir d'inquiétude. Elle prend sa voix la plus charmeuse pour lui adresser des mots simples, sérieux et tendres. Et là, la réaction est immédiate. Ça y est, Bonaparte est redevenu l'homme gentil, expansif qui l'attirait la dernière fois. Fini la réserve qu'il s'était fixée. On peut dire que désormais, le général Bonaparte viendra quotidiennement chez la citoyenne Veuve Beauharnais. Chaque jour, il se montre un peu plus épris et quand même un peu plus entreprenant. Rose fait semblant de lutter contre ses sentiments. Oh, ça occupe sa vie, vous savez, c'est toute la coquetterie de cette femme-là. Tout de même, il faut bien dire qu'elle a 6 ans de plus que Bonaparte et à l'époque, c'est quand même beaucoup. Un jour, Napoléon décide qu'il en a assez de l'appeler Rose. Il trouve que Rose, ça ne lui convient pas, et puis en plus, c'est la façon dont tout le monde l'appelle. Lui veut avoir son nom à lui, sa façon particulière de la nommer. Et comme elle s'appelle Marie-Joseph Rose, tachée de la pagerie Veuve Beauharnais, Marie-Joseph Rose, il va prendre ce deuxième prénom, celui que personne n'utilise jamais, et il l'appellera désormais Joséphine. Qu'on se le dise, Napoléon et Joséphine seront demain le nouveau couple à la mode. Franck Ferrand,
14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de l'anniversaire de l'impératrice Joséphine. C'est la suite de votre récit, Franck. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais le directoire s'était installé au palais du Luxembourg. Et c'est un grand dîner qui a lieu le 1er Pluviose en 4. Alors quand je vous donne cette date-là, elle ne vous dit rien. Sauf que dans l'ancien calendrier, c'était le 21 janvier 1796 et que c'est le jour anniversaire de la mort de Louis XVI. À l'époque, on dit le jour anniversaire de la mort du tyran Capet, bien entendu. Joséphine est venue avec les 2 enfants qu'elle a eus de son premier mari. Hortense se trouve placée entre sa mère et le général Bonaparte, qu'elle voit pour la première fois. Autant dire que tout le monde dans l'assistance ce soir-là au Luxembourg admire cette jeune fille de 13 ans qui fait tellement plus que son âge, qui est radieuse. Oh, tout le monde sauf Bonaparte, car lui n'a Dieu que pour la mère. Il n'a Dieu que pour Rose, pour Joséphine désormais. Ces attentions du général n'ont échappé à personne et bien entendu ça va faire jaser tout Paris. Barras conseille à Bonaparte d'épouser Joséphine. Il est persuadé qu'elle ne repoussera pas sa demande. Disons-le, Joséphine devrais-je dire, est assez surprise par la demande de Bonaparte. Et quand elle apprend qu'il veut régulariser leur liaison, elle lui demande « Mais pourquoi nous marier ? Ne sommes-nous pas heureux ainsi ?» Le général se fait pourtant pressant. Joséphine se demande pourquoi Bonaparte montre tant d'insistance. Il faut vous dire qu'elle est seule et sans ressources, et dans ces temps difficiles, lui explique-t-il, elle a besoin d'un mari, et puis elle a des créanciers, et lui va se faire fort de les désintéresser. Elle aime la société, le luxe, elle est coquette. Bonaparte, lui dit-il, servira de père à ses enfants. En attendant, il est appelé ailleurs. Il lui faut partir pour commander une armée. Le moment est venu de poser la vraie question. Joséphine aime-t-elle vraiment son petit Corse ? Il est certain qu'elle aime le charme irrésistible de Bonaparte quand il sourit, mais elle déteste quand il s'emporte. Elle admire son courage, son savoir, son esprit si vif et si pénétrant qu'il devine par la pensée celle des autres avant qu'il n'ait parlé. Bonaparte raconte à merveille les histoires cocasses, surtout les histoires de revenants, c'est sa spécialité, il fait rire tout le monde car il peut être très drôle. Mais elle craint autre chose, elle craint son orgueil, elle craint son goût de la grandeur, sa volonté, se dit-elle, est trop forte, sa passion trop importante. Et puis, elle qui s'est depuis si longtemps habituée à vivre dans une totale indépendance et dans une liberté de vie et de mœurs tout à fait incroyable, elle redoute de se marier, disons-le. Elle a été trop malheureuse une première fois. Il lui faudrait renoncer peut-être à ses goûts, il lui faudrait changer ses habitudes, elle qui est si imprévoyante, et lui qui aime l'ordre à tel point. Finalement, malgré tout cela, le mariage va avoir lieu et on rédige l'acte. Alors, première tricherie sur l'âge, tout de même. Quand le notaire demande à Marie-Joseph, puisque c'est ainsi qu'elle figure sur l'acte, quand il lui demande son âge, elle se rajeunit de 4 ans. Quant à Bonaparte, lui, il se vieillit de 2 ans. Ce qui fait que sur l'acte, ils vont avoir exactement le même âge, 28 ans. Le 19 Ventose en 4. On est donc le 9 mars 1796. À 22h, vous avouerez que c'est une heure curieuse pour se marier, mais encore une fois, on est sous le directoire. Devant Monsieur Leclerc, officier public du 2e arrondissement, comparaissent les jeunes mariés. Alors quand je dis comparaissent, c'est la mariée qui est là pour le moment, car Napoléon, lui, est en retard. Les 3 témoins s'interrogent, il y a là donc Barras, Tallien, et Calmelet, qui est un peu l'homme d'affaires, l'homme de confiance de Joséphine, après avoir été celui du défunt vicomte. On ne s'efforce de calmer Joséphine, Napoléon va arriver. Effectivement, il finit par arriver très en retard, suivi de son aide de camp, le Marois. Leclerc avait tellement attendu que pendant tout ce temps-là, il s'était endormi. Alors, on reprend les registres, on lit les textes, on signe les registres, et Joséphine tend sa joue aux assistants. Il y en a un que ce mariage n'amuse pas, mais alors pas du tout. C'est un certain Fortuné, et il est de son état le carlin de Joséphine. Lui déteste ce général Bonaparte qui est en train de lui voler sa maîtresse. D'ailleurs, dès la première fois, il s'est jeté sur le mollet du général et lui a arraché un morceau de son pantalon. Le chien avait pour habitude de dormir auprès de sa maîtresse. Vous imaginez, ça lui faisait trop de concurrence, cette histoire. On a tenté d'apaiser le chien. On peut faire confiance aux caresses de Joséphine pour l'avoir calmé. Le mariage va permettre à Napoléon d'obtenir le 2 mars 1796 sa promotion de général en chef de la petite armée d'Italie. Et oui, ça sert quand même d'avoir une épouse dont les relations dans les hautes sphères sont très nombreuses et très puissantes. Joséphine est-elle riche ?
Napoléon en est absolument persuadé. Il l'a vue couverte de robes de taffetas, d'organdi, de canadairies, de linon brodé, de mousseline. Il ignore qu'en vérité, elle ne possède que 6 jupons, 4 douzaines de chemises, pour la plupart usées, 2 douzaines de mouchoirs et 12 paires de bas de soie. Lorsqu'elle est seule, dit-on, elle mange même dans des assiettes en terre et sur des nappes élimées. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck, nous souhaitons un bon anniversaire à l'impératrice Joséphine avec votre invité Philippe Segui, docteur en histoire, journaliste et grand reporter à Point de Vue. Bonjour Philippe Segui. Bonjour Franck Ferrand. Vous l'aimez, cette Rose Joséphine, vous vivez avec elle, alors vous lui avez donné un rôle dans votre dernier roman sur Stanislas ou les caprices de Joséphine, et puis là vous êtes carrément en train d'écrire à son sujet. J'écris, et j'ai écrit déjà évidemment sur l'impératrice. Comment ne peut-on ne pas aimer celle qu'on appelait à l'époque l'incomparable Joséphine, ce mélange de grâce, de beauté, de séduction. Vous avez dressé le plus joli et le plus charmant des portraits. Je suis persuadé que l'impératrice aurait beaucoup apprécié. Dans mon précédent roman, le personnage récurrent, Stanislas Reverdin, qui est un jeune peintre, jeune portraitiste, partage, je dirais, la même prison, puisque Joséphine, qui à l'époque, comme vous l'avez justement souligné, s'appelait Rose, est emprisonnée à la prison des Carmes. Et Stanislas sera justement le témoin de ce fameux moment où le commissaire de police vient chercher de nouvelles victimes pour la guillotine. Normalement, d'après ce que la reine Hortense disait, Rose s'évanouit, Stanislas et d'autres amis se précipitent, font écran de leur corps, Rose est sauvée. Donc elle n'oubliera jamais évidemment ce geste et elle saura bien sûr aider la carrière de notre Stanislas Reverdin. Mais ça c'est un roman. Ça ce n'est pas l'histoire officielle, Voilà. C'est l'histoire selon Philippe Segui. Est-ce que vous écrivez en ce moment? C'est une biographie? Alors j'essaie non pas d'écrire une biographie, je reste romancier, c'est toujours un roman. Il s'agit en quelque sorte du journal de l'impératrice que ce même Stanislas Reverdin aurait retrouvé. Journal extraordinaire. On est dans la suite en quelque sorte. Quelque part dans la suite, l'impératrice s'y confie depuis justement sa sortie des Carmes, pratiquement jusqu'à sa mort. Alors pour l'instant, elle n'est pas encore impératrice puisque nous l'avons quittée générale et un peu, disons-le, générale malgré elle. Parce que c'est assez amusant ce qui s'est passé. Finalement, elle avait une vraie séduction. Elle a aligné les amants. On peut dire qu'elle avait un tableau de chasse très impressionnant. Et ce jeune général assez fougueux et au regard si intelligent lui a plu. Simplement, elle ne s'imaginait pas qu'il allait s'amouracher d'elle et que lorsque Napoléon Bonaparte s'amourache de vous, il faut qu'il vous possède comme il fallait qu'il possédât tout ce qui lui plaisait du reste. Et donc, Napoléon lui tombe fou amoureux. C'est un amour qui n'est pas tellement partagé au départ, dans les commencements. Au départ, oui, elle a même ce mot un peu cruel. Elle dira quand il la bombarde de lettres d'amour, il est drôle Bonaparte. Alors que le malheureux dans ses armées d'Italie se meurt littéralement d'amour. Mais c'est terrible ce qui se passe parce que lui est en Italie, il ne cesse de lui écrire et elle est très lointaine. Elle répond à une lettre sur 4 au mieux et lui dit « J'exige que vous répondiez à chacune de mes lettres » et elle ne le fait pas, elle n'y parvient pas. La vie est tellement jolie, la vie est tellement douce dans le Paris justement du Directoire et avec ses amis Barras, avec Thérèse Attalien. N'oublions pas que Bonaparte d'abord au départ était amoureux de Thérèse Attalien et que c'est Thérèse Attalien, la grande amie de Joséphine, qui s'appelle encore une fois Rose et qui va dire à sa chère Rose, c'est l'ancienne Teresa Cabarrus, c'est Notre-Dame de Thermidor. C'est exactement ça qui a sauvé justement tellement de vies. Dit à Rose, vous savez ma chère amie, vous avez quand même un âge relativement certain. Pensez donc à ce jeune général. Certes, comme vous le disiez, il a le teint olivâtre, mais il est coiffé n'importe comment avec ses oreilles de chien, comme on disait à l'époque, mais il vous regarde avec un œil de braise. Comment peut-on ne pas succomber à ce regard? Elle succombe. Alors cette Joséphine va finir par partir, mais avant ça, il va falloir que des envoyés successifs de Bonaparte, parce qu'il se dégarnit, il se démunit de ses propres attachés sur place en Italie, pour les déléguer en France. Il dit « Vous allez me ramener ma femme ». Sauf qu'elle ne les écoute pas, elle ne les suit pas. Et celui qui l'envoie, c'est son fidèle Junot, c'est le frère d'armes. C'est celui avec lequel il a partagé la misère à Paris. Il envoie Junot, en effet, il se démunit de ses meilleurs éléments. Junot fait le trajet, il n'y a pas de TGV à l'époque. Il fonce bride abattue, il arrive rue Chantraine et c'est Junot qui va parvenir, son frère Lucien y arrivera aussi, à convaincre Rose de le suivre. Mais n'oublions pas qu'elle a osé faire croire qu'elle était enceinte, justement, pour ne pas partir. Et ce pauvre Bonaparte, qui se couvre de gloire en Italie, est fou d'amour, fou de joie à l'idée d'être père, la grande obsession de Bonaparte, qui sera évidemment la grande obsession de Napoléon. Alors cette Joséphine finit donc par céder, la voilà à Milan,
où elle s'ennuie ferme entre nous. Après l'excitation des retrouvailles, évidemment, ça ne se passe pas très bien. Elle a quand même amené un certain nombre de ses amis et elle a avec elle un certain Hippolyte Charles. Qui est son amant. Qui est son amant, c'est terrible quand même. Elle est toute jeune mariée. Exactement. Et elle a pris Hippolyte sous son aile protectrice. C'est un jeune lieutenant. Il l'est d'ailleurs sous l'obédience militaire de Leclerc. C'est une belle petite crapule, c'est l'assurance absolue avec lui qu'on ne s'ennuie jamais. Il fait des calembours à la mode, il est assez joli garçon, il a une jolie moustache et elle en est folle à un point tel qu'elle le prend dès le premier jour de son voyage en Italie dans ses bagages. Il partage même sa calèche. Tout le monde est au courant, comme dans les pires histoires de vaudeville, sauf Napoléon, sauf Bonaparte. Mais la belle-sœur veille au grain, c'est ce qui va se passer en fait. Alors évidemment, les sœurs de l'empereur détestent Joséphine et n'oublions pas que Bonaparte a caché pendant longtemps ce mariage. Il n'a pas prévenu sa mère. Alors qu'il est corse. Rendez-vous compte, le scandale absolu, Madame Mère, la future Madame Mère, la fameuse Laetitia, n'est pas au courant. Quand on apprend le mariage, les 3 sœurs de Bonaparte, qui sont en fait 3 pains-bêches, se précipitent et vont être contre leur belle-sœur en permanence. Donc, elles vont faire des rapports terribles à leurs frères, montrant une véritable gourgandine qui, justement, mène joyeuse vie à Paris, pendant que leur frère fait la guerre et renfloue les caisses du directoire. Alors, leur frère va être un grand général victorieux. Ça renfloue un peu ses propres caisses et c'est comme ça qu'il achète la Malmaison. C'est Joséphine qui a choisi Malmaison. C'est Joséphine qui choisit Malmaison, mais c'est évidemment Bonaparte qui paye. Joséphine, et ça sera le problème d'une vie entière, n'a jamais d'argent, mais des dettes. Elle tombe raide. Et tout le monde croit qu'elle est très riche, et parce tout qu'évidemment, le monde, étant donné son train de vie, oui. Absolument, elle dépense, et elle fait des cadeaux somptuaires. Joséphine a le culte de l'amitié. Joséphine a le culte des gens qu'elle veut aider. Quand elle rencontre cette véritable histoire d'amour qu'est Malmaison, elle succombe. Et évidemment, il faut qu'il paye. Et évidemment, non seulement il faut qu'il paye, mais il faut payer évidemment les travaux qui vont être vertigineux. Il va lui en coûter plus de 600 000 francs. C'est une somme énorme à l'époque. Et Joséphine veut toujours plus, toujours plus. Malmaison, c'est le château, mais il y aura évidemment le parc. Et il y aura les cerfs. Et les cerfs plus tard. Et les animaux. Elle vivra à la fin de sa vie dans une maison sublime du reste, mais de petite taille, qu'elle a fait construire au milieu d'une serre tropicale, ce qu'on appelle la petite Malmaison, qui est toujours debout de nos jours, qui est un endroit tout à fait extraordinaire. Avec ces serres chaudes, oui, qui sont pour l'époque d'ailleurs des choses tout à fait remarquables. Et n'oublions pas que Napoléon III, une fois empereur, se souviendra, et avec quelle émotion, d'avoir goûté aux cannes à sucre de sa grand-mère, qui était cultivée dans les serres chaudes de la Malmaison. Alors ce que nous aimons peut-être dans cette histoire de Napoléon et de Joséphine, c'est que finalement, elle recoupe un grand nombre des histoires que nous connaissons autour de nous. C'est-à-dire qu'au début, Napoléon est fou amoureux et elle est plutôt embarrassée de cet amour dont elle ne sait trop que faire et qui l'empêche de vivre librement et avec ses amants habituels. Et puis petit à petit, c'est l'inverse. Elle s'attache de plus en plus. Elle devient le principal soutien de celui qui deviendra lui-même l'empereur. Et lui, il se détache aussi de plus en plus. Alors il ne se détachera jamais vraiment. Il sera amoureux toute sa vie de Joséphine, mais quand même, il va peu à peu devenir infidèle. Et l'on peut dire que la situation de la liaison s'inverse. Peu à peu, c'est elle qui se met à courir après lui. C'est exactement ça. Une vraie tendresse les unira toute leur vie. Napoléon l'appelle son agenda. Elle a cette mémoire extraordinaire. Elle a cette grâce incomparable. Elle reçoit les gens d'une façon merveilleuse. Elle est très courageuse. Aussi, extrêmement courageuse. Elle ne se plaint jamais. Il faut suivre la vie qu'impose l'empereur. C'est sans arrêt des voyages. Alors, dans un premier temps, le premier consul, et puis qui va devenir l'empereur. Exactement. Que ce soit en tant que premier consul, beaucoup en France, que ce soit lorsqu'il est empereur, beaucoup de voyages. Joséphine passe sa vie dans les calèches. Il faut faire des malles, il faut les défaire, il faut aller en Allemagne, il faut aller en Belgique, il faut aller en Italie, il faut aller partout. Il faut représenter en quelque sorte la grandeur de l'Empire. Mais au fur et à mesure que les années passent, en effet, l'amour fou de Bonaparte devenu Napoléon fait place à de la tendresse. Et je crois que ce qu'il ne lui a jamais pardonné, c'est le fait de lui avoir fait croire qu'il était stérile. Alors que justement, avec une des suivantes de sa femme, c'est un vivier épatant où il puise ses maîtresses. Il a un premier fils, le futur comte Léon. Il en aura d'autres avec la comtesse Waleska, le fameux amour venu de Pologne. Au fur et à mesure,
il se détache de Joséphine. La grande année de leur liaison, celle qui va être aussi la grande année difficile, je parle d'une liaison, on peut parler d'une vie conjugale, puisqu'ils sont mariés au moins civilement. Je dis civilement parce que ça va poser problème. Évidemment, au moment du couronnement en 1804, on va réaliser qu'il n'y a jamais eu de mariage religieux. Et le pape refuse de couronner des souverains qui ne sont même pas mariés religieusement. Alors il va les marier la nuit dans une petite chapelle des Tuileries, en présence de Monseigneur Fesch, qui est l'oncle de Bonaparte, du nouvel empereur. Le pape va les marier juste avant de les couronner, entre parenthèses, tout en un, si je puis dire. Ça, c'est en 1804. C'est l'année de tous les dangers. C'est le début pour Joséphine, à la fois du triomphe et de la descente aux enfers. Nous y venons dans un... Près de lettres à Joséphine de Serge Lama sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Toujours au cœur de l'histoire cet après-midi de l'anniversaire de l'impératrice Joséphine, avec vous Franck Ferrand et votre invité Philippe Segui, docteur en histoire, journaliste et grand reporter à Point de Vue. Est-ce que c'est vrai, Philippe Segui, que lorsqu'elle était petite fille, une voyante avait prédit à Joséphine qu'un jour elle serait plus que reine? L'histoire est tellement jolie qu'elle est nécessairement vraie. Zenon et Véro et Ben Trovato. Exactement, disait le Saint-Père. Mais il est évident que c'est une très jolie histoire que Joséphine, qui s'appelle encore Rose à l'époque, aurait raconté, j'en parle dans ma dernier roman, dans cette fameuse prison des Carmes, à la duchesse d'Aiguillon. Très vite, Joséphine est appelée par un affreux sbire qui lui dit « Ce n'est pas la peine de faire ton lit, citoyenne, tu n'en auras plus besoin ». Et tout le monde s'affole, Joséphine ne voit que des larmes autour d'elle, elle dit « Mais vous n'avez pas à pleurer autant ». Et elle va raconter cette histoire qui se passe aux Trois-Îlets, en Martinique, sa terre natale, d'une certaine Euphémie, qui est une, comme on le disait à l'époque, sans racisme, une négresse qui fume la pipe et qui va raconter en effet à cet enfant deux choses. La première, elle sera plus que reine. La deuxième, qu'on oublie un peu trop souvent, c'est qu'elle mourrait dans une émeute. Joséphine a une mémoire sélective, Joséphine est douée pour le bonheur, elle se souvient de la première partie de la prophétie et elle voudra ignorer toute sa vie la seconde. Elle aura bien raison, elle deviendra impératrice et grâce au ciel, elle ne mourra pas dans une émeute. Ça fait partie des belles histoires de la jolie créole de Paris qu'elle distille comme ça et qui fait son charme finalement. Mais enfin tout de même si elle a très vite fréquenté les cercles les plus élevés, rien ne pouvait laisser penser qu'un jour cette petite créole deviendrait impératrice des Français. Elle en a été un peu la première surprise, disons-le. Comment a-t-elle vécu l'envie de son mari de se transformer en empereur et de créer une dynastie? Lorsque Bonaparte offre à sa femme pour son mariage ce très joli petit bijou, il fait inscrire au revers à la destinée. Je pense, au fur et à mesure que je travaille, encore une fois je fais un roman, je fais ce journal imaginaire, mais au fur et à mesure de mon travail, je m'aperçois finalement, encore une fois, que Joséphine se laisse guider par son intuition, une intuition extraordinaire de femme intelligente, encore une fois de femme douée pour le bonheur. Et elle se laisse conduire, guider. Et son amie Thérèse Attalien, qui a tant aimé le pouvoir, lui fera avec humour, avec l'humour extraordinaire de Madame Tallien, ce léger reproche en disant « Mais je me suis battue toute ma vie pour avoir ce pouvoir. Et vous jamais, et vous l'avez, et je ne l'ai plus. » Et voilà. C'est véritablement cela l'histoire de Joséphine. Une immense chance, une façon exceptionnelle d'être là au bon moment. Et en même temps, toujours autour d'elle, l'adversité, notamment les fameuses belles-sœurs. On se rappelle que le jour du sacre, elles ne l'ont pas aidée. Joséphine, devenue donc impératrice, doit porter le grand manteau de sacre des impératrices. Alors ça doit peser, je ne sais pas combien, mais c'est peut-être 50 kilos, peut-être plus. Et il faut bien entendu qu'on l'aide, c'est-à-dire qu'il y a des dames qui, tout le long de la traîne, portent le manteau. Sauf que les belles-sœurs, au moment où Joséphine va devoir monter le grand escalier qui mène à la tribune du sacre, vont laisser gentiment tomber le manteau, ce qui fait que la pauvre, elle est immobilisée au milieu des marches. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce manteau qui ne tient finalement aux épaules, qui a une seule épaule agrafée par un diamant, l'autre morceau de manteau est tenu simplement par le bras. Joséphine monte cette fameuse estrade en bois qui a été conçue pour l'occasion du sacre. Elle n'est à la 4e marche et là, brutalement et volontairement, les 3 pains-bêches laissent tomber le manteau et la malheureuse Joséphine passe littéralement sur le point de tomber en arrière. Et c'est Napoléon qui va enguirlander ses sœurs en Corse, qui s'aperçoit devant toute l'assistance, qui s'aperçoit de leur manège et qui oblige ses sœurs à reprendre tout de suite le manteau.
Joséphine a été une femme très heureuse. Elle a été une épouse de premier consul sans doute heureuse. Elle avait enfin les moyens d'aider tous ses amis artistes. Car on ne dira jamais assez à quel point, au-delà de la botanique, elle aimait la peinture, elle aimait les arts décoratifs, elle aimait tout ce qu'il y avait de beau dans le monde. C'était une sensuelle et c'était une esthète, incontestablement. C'est une mécène. Est-ce qu'elle a été une impératrice heureuse? Ça, c'est une autre histoire, parce que là, à partir du moment où la dynastie est fondée, il faut que cette dynastie ait un héritier. Or, le grand drame de cette femme, c'est qu'elle n'arrive pas à donner d'enfants à Napoléon. Pourtant, elle en a eu des enfants, Eugène et Hortense. On pense que le choc de la prison des Carmes a fait en sorte que cette femme, en effet, ne puisse plus avoir d'enfants. À un certain moment, Bonaparte pense adopter le fils de Hortense, sa belle-fille, et de Louis, son frère. Cet enfant meurt du croup, et à partir de la mort de ce petit garçon qui a 5 ans et qui bouleverse tant Joséphine, n'oublions pas que Joséphine a un immense amour pour ses enfants et ses petits-enfants, Napoléon comprend qu'il lui faut désormais songer à assurer une descendance à l'Empire. Et à partir de ce moment-là, les jours de l'impératrice sont comptés. Et surtout que, évidemment, au gré des campagnes, il va de temps en temps avoir des maîtresses, et que l'une d'entre elles commence à lui donner un enfant. Exactement. Et puis une deuxième. Alors là, Exactement. Ça devient, c'est Marie-Walewska, évidemment, Voilà. qui va lui donner... Et des fils, à chaque fois. Donc il se dit, il me faut épouser une princesse. Et là, Joséphine, avec beaucoup de courage, va comprendre, en effet, qu'il faut qu'elle se retire. C'est extrêmement Mais alors, il y a douloureux. eu des crises de larmes, là. Il y a des crises de larmes. Vous savez bien sûr qu'à un moment donné, je crois que la scène est aux Tuileries, elle pousse des cris, elle hurle qu'elle n'y pourra plus tenir, elle se roule par terre. C'est quand elle revient à Fontainebleau, ça. C'est à Fontainebleau. Et à ce moment-là, l'empereur va appeler justement son premier chambellan. Il dit, prenez l'impératrice dans vos bras. Le problème, c'est que l'épée du chambellan blesse l'impératrice, la poignée de l'épée blesse les flancs. Et alors qu'on la croit évidemment totalement évanouie, il lui entend dire, vous me serrez trop fort. Et ça, c'est tout le charme charmant, bien sûr, de notre belle Joséphine. Il y avait quand même toujours une part de comédie. Toujours. Il y a un petit peu côté Sarah Bernard dans le personnage. C'est une comédienne. Ouais. C'est la grande période. On n'est pas loin de Talma. Et n'oublions pas que le fameux hôtel de la rue Chantraine, elle le louera à la femme séparée. Julie Talma, finalement, qui loue cet hôtel particulier. Alors, il y a une chose quand même, qui est aujourd'hui la rue, d'ailleurs, la rue dont vous parlez, c'est la rue des Deux Reines, hein, c'est ça? Et qui a été rebaptisée à l'époque rue de la Victoire, au moment où justement Bonaparte gagne tant de victoires en Italie. Alors, on sait à quel point Joséphine a été meurtrie par ce mariage, on sait moins à quel point Napoléon l'a été aussi. C'est-à-dire qu'il ne divorce qu'à grand regret, et parce qu'il ne peut pas faire autrement, il lui faut bien un héritier, il lui faut bien une descendance, mais pour lui, c'est un véritable crève-cœur. Et il y a cette scène incroyable, on est à la veille de Noël, donc en 1809, la berline de l'impératrice s'appelle l'Opale, qui est une très belle berline, quitte la cour des Tuileries, Napoléon a le visage en larmes. Et que fait-il? Comme il ne peut pas maintenir son rang de cour dans les circonstances très dures qu'il est en train de traverser, il décide d'aller s'installer au Grand Trianon. C'est son premier séjour à Versailles. Il s'installe au Grand Trianon pour passer les fêtes de Noël et du premier de l'an. Et pour le jour de Noël, qui trouve-t-il à inviter pour le grand déjeuner de Noël? Joséphine. Et alors c'est un déjeuner complètement surréaliste, puisque vous avez l'empereur et l'impératrice, enfin elle est toujours impératrice douairière, tout à fait. et qui sont là face à face, qui ne se parlent pas et qui pleurent. Et qui pleurent. Et ils pleurent tous les deux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde pleure autour. Et n'oublions pas que les vieux grognards, les militaires, les soldats qui entourent justement l'empereur, avaient baptisé avec beaucoup d'affection Joséphine la vieille. Et ils disent tous, il n'est plus avec sa vieille, ça va lui porter la poisse. Il n'a plus son étoile, il n'a plus sa chance. Elle était censée être un peu un talisman, elle était le porte-bonheur de l'empereur. Voilà. Et elle a tellement sauvé de vie, elle a tellement fait en sorte que les émigrés rentrent en France, que les gens, on se souvient de l'affaire Cadoudal, où par exemple La Rochefoucauld avait plus ou moins trempé dans ce complot qui a failli coûter la vie à celui qui n'était qu'encore que le premier consul. Elle a fait en sorte de réconcilier finalement les Français, et sous cette obédience de réconciliation, elle est aimée. Et le fait qu'il s'en sépare, comme vous le dites justement, il perd son porte-bonheur, il perd son talisman. C'est d'ailleurs un peu ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Alors que devient-elle, elle? Il ne faudrait pas croire qu'elle soit délaissée pour autant. Hein. D'abord, on lui donne beaucoup d'argent. Et elle en a besoin enfin, on a envie de dire. Elle a énormément d'argent et elle fait toujours autant de dettes. Elle est toujours au
hors de la banqueroute. Et Napoléon, toujours avec tendresse, la gourmande. Tu devrais, lui dit-il, lui écrit-il, faire des efforts. Ça serait bien gentil si tu pouvais donner à tes enfants, à tes petits-enfants de l'argent. Or, que fais-tu? Des dépenses. Essaie d'être plus raisonnable. Elle dit oui. Et évidemment, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle fait des dépenses parce qu'encore une fois, elle est entourée d'artistes, elle achète tout ce qu'il peut y avoir de beau. On oublie à quel point elle a créé un véritable style, en fait. Le style empire. C'est le style Joséphine. Le style empire, c'est le sien. Elle n'est pas du tout comme Marie-Antoinette. Marie-Antoinette subissait les modes, les suivait. Elle les lance. On parlait tout à l'heure du directoire. Elle lance les modes sous le directoire. Et elle continue. Elle fait en sorte qu'un peintre, un immense artiste comme Prudhon, soit encore plus important. Elle lance audio. Elle fait travailler la manufacture de Sèvres. Elle commande des services en porcelaine absolument somptuaires. Joséphine vit dans un écrin. Et on parlait justement de la manière dont l'empereur va donner énormément d'argent à sa ex-femme. Il lui offre aussi, évidemment, la jouissance totale de la Malmaison, mais aussi d'un château qui n'existe plus, qui est le château de Navarre, à 2 kilomètres d'Évreux, qui est une propriété qui n'a pas été habitée depuis des années lorsqu'elle en prend possession. Elle pousse des grands cris. Évidemment, elle se ruine à nouveau. Il faut faire de ce château un palais à la campagne, un palais à son envergure, et ce sera le cas. Elle meurt avec l'épopée impériale. Ça, c'est assez extraordinaire. Dans quelles circonstances? Racontez-nous, Philippe Séguy. C'est une très jolie histoire de jolie femme. En fait, on est en 1814, on est au mois de mai 1814. Bonaparte, Napoléon, a perdu cette bataille avant les 100 jours, bien évidemment. Et l'impératrice est à la Malmaison. Et on lui dit, le tsar Alexandre veut absolument vous présenter ses hommages. Elle est déjà très souffrante et elle dit, mon Dieu, mais il faut que je le reçoive personnellement. Mère, lui dit Hortense, vous êtes fatiguée. On va lui donner, évidemment, sa plus belle robe, extrêmement décolletée. Elle a un châle très léger. Elle prend froid. Et c'est à partir, malheureusement, de cette bronchite très mal soignée qu'elle va malheureusement décéder. Et quand Napoléon rentre de l'île d'Elbe, il ne peut plus venir visiter qu'une Malmaison vide et pleine encore du souvenir poignant de Joséphine. Merci infiniment, Philippe Séguy. Je rappelle donc que vous êtes en train d'écrire ce journal de l'impératrice qui s'appelait « Moi, Joséphine, impératrice et reine ». Et puis, je rappelle le titre de votre dernier roman chez Flammarion, « Stanislas ou un caprice de Joséphine ». Merci beaucoup. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous, Franck, et nous partons aux origines du vin comme pratique sociale. Et oui, car à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche se tient le salon Festi Bacchus à Paris. C'est dans les anciens chais de Bercy, vous savez, où arrivaient autrefois les vins de toutes nos provinces. Eh bien, c'est à Bercy donc que vous pourrez faire des dégustations et célébrer le vin, à consommer, n'est-ce pas, avec modération. Alors, d'où vient cette pratique de boire du vin en France? Depuis très très longtemps, vous savez, je ne veux pas remonter aux Gaulois et à leurs cervoises, qu'on buvait tiède, s'il vous plaît, mais disons que le vin a longtemps été préféré à l'eau, et notamment au Moyen-Âge, tout simplement pour des raisons de santé. Parce que vous savez, l'eau était plus ou moins croupie. Parfois, on n'avait aucun moyen de l'assainir. On découvrira ça beaucoup plus tard. Le lait était difficile souvent à transporter et à conserver. Et donc, le meilleur moyen d'être certain de boire un liquide de bonne qualité qui était sans danger, c'était tout simplement de boire du vin. C'est ce qu'on fait donc à l'époque de Jeanne d'Arc. Et puis plus tard, sous Louis XIV, si l'eau est déjà conseillée aux femmes et aux enfants, sauf l'eau des villes qui est trop polluée, eh bien le vin reste la boisson la plus consommée dans le royaume. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on en cultive partout. Il n'y a pas encore cette spécialisation sur de grands vignobles qui ne naîtra que plus tard au XVIIIe et surtout ensuite au XIXe siècle. On fait du vin partout. Quand je dis du vin, c'est souvent de la piquette, bien entendu, qu'on réserve dans des tonneaux, naturellement, parce que le verre est un matériau encore rare, on l'utilise très peu, et il n'y a pas de bouteille. Vous savez que la bouteille qui va littéralement révolutionner la culture œnologique, la bouteille qui va être à l'origine de nos grands vins, elle ne vient d'Angleterre que beaucoup plus tard, vers la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. Alors, à l'époque, on a simplement des tonneaux ou des tonnelets que l'on ferme avec des bouchons qui, évidemment, ne sont pas encore des bouchons de liège. Le bon Dom Pérignon n'est pas passé par là. À l'époque, en guise de bouchon, on utilise ce qu'on appelle un clavelot, c'est-à-dire une espèce de morceau de bois ou parfois de cuir
qu'on entoure de filasse, de chanvre suifée et qu'on enfonce comme ça dans le trou du tonneau. C'est plus ou moins hermétique, bien entendu, et ça permet une conservation de vin assez discutable. Pendant très longtemps, il ne faut pas oublier qu'on ne boit pas pendant les repas à table. Enfin, on peut boire, mais pour boire, il faut demander à son valet d'apporter un verre sur un plateau et se faire servir, etc. Ça ne fait pas partie du repas. C'est vers la fin seulement du règne de Louis XV, lorsque va être inventé un service qu'on appelle à la russe, et lorsqu'on va commencer à servir les plats à table. Alors c'est à ce moment-là qu'on se met à allier le vin et le mets. Le grand spécialiste de ça, ce sera bien entendu Talleyrand qui va en faire une véritable religion. Et à partir du 19e siècle, alors oui, ce sera tout ce savoir et tout ce bonheur que nous partageons tous plus ou moins, d'allier le meilleur vin au meilleur mets possible. Ça fait partie, ça, de la culture française. On a l'impression que ça remonte à la nuit des temps. Eh bien, pas du tout. Je dirais, s'il fallait dater vraiment les choses, je dirais qu'on ne fait très attention au vin qu'on boit à table que depuis les années 1840 environ. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors transition difficile pour l'émission de cet après-midi. Nous allons parler d'amour, jusque-là ça va, on est toujours dans le plaisir, mais d'amour sans sexualité. On parle des asexuels, à ne pas confondre avec les asexués qui n'ont pas d'organes sexuels. Les asexuels en ont pas, mais ils n'ont pas de désir. Comment le vivre au quotidien? Comment partager une vie de couple? Bien, quand on n'a pas d'appétit sexuel, on en parle avec les experts européens et avec vous. J'attends bien entendu vos témoignages, c'est au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Franck. Eh bien, merci beaucoup Elena, je vous souhaite un bon week-end, à vous aussi Céline, et nous nous retrouvons lundi. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire, 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 au cœur de l'histoire.